Le Secours populaire, avec le soutien des Volcans, est heureux de vous accueillir. Pour le Secours populaire, c'est notre première initiative qui va s'appeler Rencontre. Et je souhaiterais que ça puisse se renouveler, au moins je vais être modeste, tous les 2 mois, sur un sujet qui aide le Secours populaire à lutter contre les injustices. Ce soir, nous avons la présence de Martine Cour autour d'un livre que vous avez devant les yeux, qui parle d'une injustice criante, ici, mais dans le monde. Oui, ici aussi, mais dans le monde. Je crois connaître le chiffre, 260 millions d'enfants n'ont pas le droit, dans le monde, n'ont pas le droit à l'éducation, ou ne vont pas à l'école. Quand on parle d'injustice, à mon avis, c'est la pire, parce qu'on sait très bien que pour que les choses bougent, que ces injustices régressent, il faut absolument être éduqué. Donc, moi, je suis très, très contente que ce soir, on ait Martine Cour qui va venir parler de ce livre. Je n'ai pas lu tout le livre, je vous rassure. C'est pas que je vous rassure, mais je l'ai beaucoup feuilleté. Il est d'une facilité de lecture incroyable. Je vous donne tout de suite mon appréciation. Et pour le Secours populaire, ou pour les amis comme nous qui travaillons pour essayer de faire reculer les injustices, il est vraiment d'un très bon support. Donc voilà, je vous encourage donc, comme moi j'ai fait, à l'avoir tout près de vous, parce que j'ajouterai que dans les familles, incroyable ce qui peut aider les papas et les mamans, parce que c'est pas toujours facile à l'école, mais élever un enfant, faire grandir un enfant, c'est pas toujours facile. Et ça, ce livre-là ouvre des pistes, des horizons. Donc, je vais passer la parole à Martine, et puis, eh bien, ouvrons nos oreilles, voilà, et posons des questions. Merci. Merci Nicole. Je suis très, très contente de pouvoir présenter cet ouvrage. Je vous remercie pour ce que vous en avez dit, qui répond, ça fait écho à des choses qu'on voulait en écrivant le livre, qu'il soit utile effectivement. Donc merci beaucoup de me faire ce retour. Donc merci au Secours populaire et merci évidemment au Volcan pour cette invitation et aussi pour le travail récurrent de la SCOP. Alors, je vais faire toute la présentation en employant le pronom « nous », mais ça ne sera pas un « nous » de majesté, ça sera bien un « nous » pluriel, puisque l'ouvrage que je vais présenter est le produit d'un travail collectif. Il a été coordonné, l'ouvrage et la recherche, par Bernard Lahire, qui est sociologue à l'École normale supérieure de Lyon. Et il a été écrit par 17 chercheurs et chercheuses, tous sociologues, et qui travaillent dans différentes universités en France, dont moi. Il s'agit d'un ouvrage tout à fait académique qui se fonde sur une recherche de plusieurs années, qui s'appuie sur une enquête de terrain, qui mobilise des concepts de la sociologie. Mais en même temps, il s'agit aussi d'un ouvrage destiné au grand public et nous espérons qu'il sera lu en dehors des cercles strictement universitaires. Donc voilà, si c'est le cas, et c'est le cas manifestement, on en est très, très heureux. L'objectif de l'ouvrage, très exactement de la recherche sur laquelle il se fonde, c'était de décrire et d'analyser les inégalités qui existent entre les enfants dans la prime enfance et, en l'occurrence, à l'âge de 5 ans. De manière plus précise, l'objectif, il était double.
D'abord, on voulait faire voir les inégalités et les faire voir à un âge où elles sont assez peu étudiées dans les travaux de recherche et où elles sont assez peu évoquées dans le débat public. Là où on a peut-être parfois tendance à se représenter l'enfance comme un moment d'apesanteur sociale, on a voulu montrer combien cet âge de la vie est au contraire lesté, c'est-à-dire structuré par les appartenances de classe. Pour faire ça, on s'est intéressé aux inégalités dans plusieurs domaines. Alors bien sûr, on s'est intéressé aux inégalités économiques, avec une attention particulière pour les inégalités de logement. Mais on s'est aussi intéressé aux inégalités culturelles, aux inégalités en matière de langage, aux inégalités dans le domaine de la santé et plus largement dans plusieurs domaines de pratiques corporelles. Donc on s'est intéressé à l'alimentation, aux vêtements, aux pratiques d'hygiène, aux pratiques sportives. Et puis on s'est aussi intéressé aux inégalités qui existent entre les enfants en ce qui concerne l'apprentissage de la discipline et de l'autocontrainte. Excusez-moi Nicole, je vais avoir besoin de... C'est moi qui prends la place. Donc ça, c'était un premier objectif de l'ouvrage. Et puis le deuxième objectif, c'était d'examiner comment les expériences vécues dans les premières années de la vie amènent les enfants à acquérir des compétences, des centres d'intérêt, des manières d'être qui sont eux-mêmes inégaux, c'est-à-dire qui vont constituer des ressources ou au contraire des handicaps pour leur vie présente et pour leur vie future. Alors je fais tout de suite un tout petit point de vocabulaire qui sera le seul, mais dont j'ai besoin en fait pour être sûr qu'on va se comprendre, enfin que vous allez me suivre par la suite. Ce que j'appelle ici des compétences, des centres d'intérêt, des manières d'être qui sont acquis donc, pendant l'enfance. En sociologie, on désigne tout ça sous un terme un peu générique qui est le terme de disposition. Et donc je vais réemployer ce terme plusieurs fois dans mon exposé. Et puis deuxième point de vocabulaire, le processus à travers lequel se fait l'acquisition de ces dispositions, l'acquisition de tout ça. En sociologie, on appelle ça la socialisation, terme que je vais aussi reprendre dans mon exposé. C'est un terme dont le sens est assez proche du mot éducation, en fait, mais avec un sens plus large. C'est-à-dire que tout ce qui s'acquiert pendant l'enfance ne relève pas de l'éducation, c'est-à-dire ne relève pas d'une action délibérée, organisée, consciente de la part des adultes. Une large partie de ce qui s'acquiert pendant l'enfance, en termes d'aptitude, de goût, etc., résulte simplement des expériences que l'on vit, et ces expériences ne sont pas forcément organisées par les adultes de manière éducative. Alors, quelques mots sur l'enquête. Je vous ai dit que ça se fondait sur une recherche de terrain. Très exactement, ça se fonde, cet ouvrage, sur une enquête de type qualitatif. Ça veut dire que nous avons étudié un nombre de familles relativement limité, mais que nous avons étudié chacune de ces familles de manière approfondie pour essayer de saisir le plus finement possible les conditions de vie dans lesquelles vivent les enfants. En l'occurrence, nous avons enquêté auprès de 35 familles, avec donc un enfant inscrit en grande section de maternelle pendant l'année de l'enquête. Et pour chacune de ces familles, nous avons mis en œuvre le protocole suivant. D'abord, on a réalisé une série d'entretiens avec plusieurs personnes proches de cet enfant. Donc ses parents, évidemment, qu'on a vus entre 3 et 5 fois pour des entretiens assez longs avec eux. Les parents. On a également interviewé l'enseignant ou l'enseignante de grande section de cet enfant. Et puis on a aussi interviewé une personne qui occupe... qui joue un rôle important dans la vie de cet enfant ou qui a joué un rôle important dans la vie de cet enfant. Alors en général, très souvent, c'était une grand-mère, plus rarement un grand-père. Ça pouvait aussi être l'assistante maternelle de l'enfant qui donc s'est occupée de la nounou, qui s'est occupée de lui pendant 3 ans, qui souvent continue à le voir encore en périscolaire, etc. Donc voilà, on avait les parents, l'enseignant et une personne extérieure du côté des adultes. Ensuite, on a aussi conduit un entretien avec l'enfant lui-même, qui avait notamment pour but d'appréhender les compétences langagières de cet enfant. Et puis enfin, on a aussi fait une journée entière d'observation de cet enfant à l'école. Donc on est allé dans les écoles maternelles et on a suivi l'enfant toute la journée de la récréation, dans les temps de classe, à la cantine, s'il mangeait à la cantine, etc. Donc on l'a vu en contexte scolaire pendant une journée.
Quand on a construit notre population d'enquête, j'ai parlé de 35 familles, on a cherché à rencontrer des familles venant de milieux sociaux aussi diversifiés que possible. Alors avec 35 familles, c'était évidemment pas possible d'avoir tous les milieux sociaux dans le détail, mais on a quand même réussi à avoir des milieux très différents les uns des autres. Alors pour situer les choses très globalement, on a dans notre population un tiers de familles de classe populaire, un tiers de familles de classe moyenne et un tiers de familles de classe supérieure. Je pourrais revenir sur la définition, enfin le sens qu'on donne à ces mots ensuite dans les questions si vous le souhaitez. Concrètement, ça veut dire qu'on a dans notre population des enfants d'ouvriers, des enfants d'agriculteurs, d'architectes, de restaurateurs. On a une maman coiffeuse, des parents ingénieurs, avocats d'affaires, artistes de cirque, chefs d'entreprise, employés de supermarché, enfin voilà. Et de manière plus spécifique, on a cherché à rencontrer des familles situées très haut et très bas dans la hiérarchie sociale. Donc on a rencontré des familles où par exemple les parents appartiennent à la grande bourgeoisie traditionnelle parisienne ou à la vieille noblesse de province. Et à l'autre extrémité de l'espace social, on a rencontré des familles avec des enfants qui vivent dans la rue ou qui vivent dans des foyers pour sans-abri et avec des parents qui sont sans revenus, sans emploi, parfois sans papier. Du point de vue de l'écriture, l'ouvrage est composé de deux parties. Dans la première partie, on propose une série de portraits d'enfants. Il y en a 18 en tout, qui décrivent de manière assez longue, sur à peu près une quarantaine de pages, les conditions de vie d'un enfant en particulier, dans les différentes dimensions que j'ai énumérées tout à l'heure. Alors, je ne peux pas expliquer ici toutes les raisons qui nous ont amenés à faire ce choix d'écriture par portrait, mais il y a une raison qui était particulièrement importante pour nous, c'était de donner à voir les inégalités de manière incarnée. Pour mettre en évidence les inégalités sociales qui existent entre les enfants en l'occurrence, on peut réaliser des enquêtes statistiques. C'est des travaux qui existent déjà, qui ont été faits et qui produisent des connaissances tout à fait utiles. Par exemple, ça permet de faire apparaître des inégalités en matière de santé. À 5 ans, 25% des enfants d'ouvriers ont au moins une dent cariée non traitée, contre 3% seulement des enfants de cadres. 15% des enfants d'ouvriers sont en surcharge pondérale contre 7% seulement des enfants de cadres. Ça permet de faire apparaître les inégalités en matière de culture. Entre 6 et 14 ans, 30% des enfants d'ouvriers lisent tous les jours contre 50% des enfants de cadres. 20% des enfants d'ouvriers pratiquent une activité artistique régulière contre 2 fois plus, 40% des enfants de cadres supérieurs, etc., etc. Ces travaux statistiques, ils sont très utiles. Ils sont même indispensables pour faire voir les inégalités sociales. Mais en même temps, ils peuvent aussi avoir des effets déréalisants, c'est-à-dire qu'ils peuvent assez facilement amener donner une représentation assez abstraite de ce que c'est que les inégalités sociales, assez virtuelles. Et à l'inverse, il nous a semblé que l'écriture par portrait, elle permettait davantage de rendre ces inégalités tangibles, de les faire toucher du doigt, de donner à voir ce que ça fait, ce que ça produit très concrètement, les inégalités, ce que ça produit sur les comportements en classe, ce que ça produit sur les manières de parler, ce que ça fait au corps même des enfants. Voilà, il nous semblait que l'écriture par portrait permettait ça de manière intéressante. Ça, c'est donc la première partie. Et puis la deuxième partie de l'ouvrage, elle est composée de chapitres, donc de plusieurs chapitres qui portent sur différentes thématiques. Donc il y a un chapitre sur les pratiques culturelles, un chapitre sur le rapport à l'école, un chapitre sur le corps. Enfin, ça reprend globalement les domaines que j'ai énumérés tout à l'heure. Alors plutôt que de résumer chacun de ces chapitres de la deuxième partie, je voudrais présenter 3 aspects de la recherche que j'ai choisi parce qu'il me semble particulièrement parlant pour saisir ce qui se passe pendant l'enfance du point de vue des inégalités. Le premier de ces aspects, c'est, d'une manière assez attendue, la question de la fabrication des inégalités scolaires à cet âge-là, donc à l'âge de la maternelle. Très exactement, la question de la fabrication la question du rôle que joue la famille et la socialisation familiale dans la construction de ces inégalités scolaires. Sur cette question, notre recherche, elle a d'abord permis de montrer
le rôle que jouent les conditions matérielles d'existence dans la fabrication de ces inégalités scolaires. Cette grille de lecture matérialiste, donc qui s'intéresse à l'économique, aux conditions matérielles dans lesquelles vivent les enfants, cette grille de lecture, en sociologie, elle est paradoxalement assez peu répandue. La plupart du temps, ça a des raisons historiques sur lesquelles je ne m'attarde pas ici, la plupart du temps, les sociologues de l'éducation, ils étudient plutôt les inégalités scolaires sous l'angle, au prisme des inégalités culturelles et des inégalités de langage. Et alors, pour notre part, il nous semblait évidemment que cet angle d'approche était indispensable. On l'a fait nous aussi, de regarder ce qui se passe dans le domaine culturel et dans le domaine langagier. Mais notre recherche a aussi permis de montrer que les inégalités proprement économiques, proprement matérielles, elles contribuent aussi à la fabrication des inégalités scolaires. Et la recherche, elle a aussi permis de montrer par quelle médiation. Alors, dans les familles les plus précaires notamment, et je vais me centrer uniquement sur elles, dans le cadre de cette présentation. Dans les familles les plus précaires, les entretiens avec les parents et aussi avec les enseignants permettent de voir en détail comment la pauvreté et la précarité économique affectent très directement la scolarité des enfants. Par exemple, on voit comment le manque d'argent empêche l'accès à un certain nombre d'objets dont l'utilisation par les enfants est très rentable d'un point de vue scolaire. Les livres pour enfants, les albums, les jeux éducatifs, mais aussi tout le matériel de dessin, de collage, de découpage, de peinture, etc. Alors, d'une certaine manière, dire ça, c'est tout à fait trivial, mais on aurait tort, en fait, de sous-estimer le rôle de ces objets quand on sait l'importance qu'ils ont pour le développement d'un certain nombre de compétences qui sont attendues à l'école maternelle et qui sont encore une fois, très, très rentables scolairement. La familiarisation avec le livre, et ce que ça permet sur le plan du langage aussi, les compétences langagières, typiquement les compétences narratives, la concentration, la capacité à se concentrer sur une tâche pendant une durée assez longue, la motricité fine, enfin voilà, tout un ensemble de compétences qui sont attendues à l'école maternelle et que ces objets-là développent. On voit aussi, quand on prend ce prisme d'analyse matérialiste, on voit aussi comment la précarité de l'habitat et l'instabilité résidentielle altèrent assez profondément l'état physiologique des enfants, avec des répercussions visibles sur leur attention en classe et donc sur leurs apprentissages. Et puis on voit encore, troisième illustration, le rejet que les enfants pauvres subissent de la part de leurs camarades d'école, pour des raisons qui sont précisément liées à la pauvreté, le caractère dégradé de leurs vêtements, la saleté de leur corps parfois, le fait que ces enfants-là parfois volent les objets de leurs camarades en classe ou en récréation. Donc on voit le rejet que ces enfants suscitent du fait même qu'ils sont pauvres, et on voit aussi comment ce rejet affecte les conditions de leur scolarité et les affecte évidemment de manière négative. Sur cette question de la fabrication des inégalités scolaires, la recherche fait également apparaître une évolution historique qui nous a paru intéressante, enfin importante, qui est une diffusion à l'ensemble de la société de la conception de l'enfance comme objet pédagogique, c'est-à-dire comme âge de la vie qui doit faire l'objet d'une action culturelle de la part des parents et pas seulement l'objet de soins affectifs et physiologiques. Cette conception-là de l'enfance, donc comme objet pédagogique, cette conception de l'enfance, jusqu'aux années 80 approximativement, elle se repérait surtout et essentiellement dans les classes moyennes et dans les classes supérieures. C'était une caractéristique très, très distinctive de ces milieux sociaux. Et aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on voit dans notre enquête, mais on le voit aussi dans d'autres travaux de sociologie, aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on la retrouve, cette conception de l'enfance, dans tous les milieux, y compris dans les milieux populaires. Concrètement, dans la population qu'on a étudiée, les parents de milieux populaires, ils offrent tous des livres pour enfants à leurs enfants. Alors je mets à part ici le cas des familles en grande précarité dont j'ai parlé à l'instant.
Ils offrent tous des livres à leurs enfants, ils leur lisent des histoires, ils leur offrent des jeux éducatifs, ils leur font pratiquer au moins ponctuellement des activités culturelles qui sont très proches de celles qui se passent à l'école, enfin très proches dans leur contenu ou leur organisation. Donc ça peut être des sorties à la bibliothèque, ça peut être de l'éveil musical, ça peut être voilà, tout ce type d'activités. Tout ça, c'était très spécifique, encore une fois, aux classes moyennes et supérieures jusqu'à il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, on l'observe, y compris dans les milieux populaires. Cette évolution, elle est liée à une série de transformations historiques sur lesquelles je pourrais revenir si vous le souhaitez dans les questions. Et c'est lié notamment à la massification scolaire, au fait que aujourd'hui, concrètement, la majorité des jeunes femmes ouvrières ou employées, c'est moins vrai du côté des pères, mais du côté des mères, la majorité des jeunes mères ouvriers ou ouvrières ou employées, elles ont le bac. Et de fait, dans notre population, les jeunes femmes de milieu populaire qu'on a rencontrées, elles avaient au moins le bac. Donc c'est lié à ce type de transformation historique. Et ça signifie que les parents de milieu populaire, aujourd'hui, se sont appropriés des normes éducatives qui sont consonantes avec les attentes de l'école maternelle, et leurs enfants en retirent un certain bénéfice du point de vue scolaire. Pour autant, et c'est mon dernier point sur la question scolaire, pour autant, ce constat ne doit pas faire conclure qu'il y aurait une disparition des inégalités entre classes sociales du point de vue scolaire. Autrement dit, les enfants de classe moyenne et supérieure que nous avons rencontrés, ils restent, pour la plupart, nettement mieux préparés que les autres aux attentes de l'école maternelle. Alors, ils le sont de toute une série de manières. Ils le sont dans le domaine culturel, c'est-à-dire que les activités culturelles qu'ils pratiquent à la maison restent plus nombreuses, plus fréquentes, plus proches de ce qui est valorisé à l'école que ce qui se fait en milieu populaire. Ils le sont également mieux préparés dans le domaine langagier. Ils le sont dans le domaine de la discipline, de l'apprentissage, de l'autocontrainte. Voilà. Je ne peux pas développer ces 3 points ici, ils le sont très largement dans le livre. Mais par rapport à ça, je voudrais souligner une spécificité de notre enquête qui est qu'on a analysé, on a essayé en tout cas d'analyser cette fabrication des inégalités scolaires en raisonnant au niveau de ce qu'on appelle en sociologie les fractions de classe et pas simplement les grandes classes sociales, populaires, moyennes et supérieures. Alors, ce que je veux dire, c'est que de manière générale, les enfants de classe moyenne et supérieure sont mieux préparés que les autres aux attentes de l'école maternelle, mais la forme précise que prend cet avantage qu'ils ont, la forme précise, elle n'est pas exactement la même selon donc la fraction de classe à laquelle ils appartiennent. Je vais en donner un seul exemple. C'est celui en fait, on peut observer des variations dans la transmission culturelle entre les parents et les enfants, en fonction du type de formation scolaire qu'ont eu les parents, en fonction de ce qu'on appelle en sociologie le type de capital scolaire que possèdent les parents. Alors, en l'occurrence, on a un clivage assez net entre 2 types de familles. Ce que je dis ici concerne surtout les classes supérieures, dans une moindre mesure les classes moyennes. On a d'un côté des familles où les parents ont une formation scientifique, et où les enfants, du coup, sont familiarisés très tôt avec des savoirs et des questionnements propres à cette discipline. Alors, concrètement, ça veut dire qu'on les emmène au musée, mais pas dans n'importe quel musée, plutôt dans des musées scientifiques, plutôt dans des expositions qui portent sur la nature, sur les phénomènes physiques, etc. On leur offre des livres documentaires et des livres documentaires qui portent sur des thématiques scientifiques. On pratique avec eux des jeux de logique ou des jeux mathématiques. Et de notre côté, on a des familles où les parents ont une formation en lettres ou en sciences humaines, et où là, la socialisation des enfants, elle favorise beaucoup plus le développement des compétences narratives et de centres d'intérêt littéraires. Alors par exemple, ça passe dans ces familles-là, plus que dans les autres, par la lecture d'albums de fiction, plutôt que d'albums documentaires. Ou encore la pratique des jeux de langage, la pratique des jeux sur la langue, des jeux sur les mots, qui s'observent aussi dans les familles plus scientifiques, mais qui est particulièrement concentrée dans cette fraction de classe où les parents ont une formation littéraire ou en sciences humaines. Une deuxième chose que montre notre enquête, et que je voudrais souligner, c'est le rôle que jouent les appartenances de classe dans le rythme de développement des enfants. En fonction du milieu social dans lequel ils grandissent, les enfants que nous avons rencontrés, ces enfants, ils possèdent au même âge
des compétences, des manières d'agir, des centres d'intérêt qui sont extrêmement différenciés. Et pour le dire d'une formule, en fait, ces enfants, ils n'ont pas le même âge au même âge. Alors, ça peut se voir évidemment dans le domaine scolaire. Certains de nos enfants savent lire des phrases, voire des morceaux de texte, et en les comprenant dès le milieu de leur année de grande section, alors que d'autres n'arrivent pas à déchiffrer des lettres en fin d'année scolaire. Certains savent faire mentalement des opérations élémentaires quand d'autres n'arrivent pas, enfin ne connaissent pas ce qu'on appelle la comptine numérique en fin de grande section. Donc la comptine numérique, c'est savoir les premiers chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et quand on leur demande à ces enfants de raconter une histoire par oral sur la base d'une petite BD qu'on leur a montrée, on faisait ça dans l'entretien qu'on a fait avec ces enfants, on leur montrait une petite BD et on leur disait « Est-ce que tu peux me raconter l'histoire par oral ?» Quand on leur demande ça, on a d'un côté des enfants qui font des récits assez longs, très structurés, avec des formes syntaxiques assez complexes, avec parfois l'usage du passé simple et l'usage en grande partie correct. Et puis de l'autre côté, on a des enfants qui répondent en formulant une phrase, et c'est une phrase qui, du point de vue de l'articulation et des mots, n'est pas compréhensible par l'adulte. Alors ces différences-là, elles sont bien connues des enseignantes et des enseignants de maternelle, mais ces variations dans le rythme de développement, on les observe aussi dans d'autres domaines que le scolaire. Par exemple, certains enfants de notre enquête ont des goûts alimentaires typiques de l'âge adulte ou typiques de ce qu'on pourrait attendre à un âge un peu plus avancé. Par exemple, leur aliment préféré, c'est le riz sauce soja, ou bien c'est la soupe de poisson, ou bien c'est les huîtres. Donc on a certains enfants qui ont ce type de goût alimentaire, et on en a d'autres qui prennent encore un biberon de lait au petit déjeuner. Autre exemple, on a certains enfants, en fait on a un seul cas comme ça, qui a déjà pris l'avion tout seul à l'âge de 5 ans. Alors bien sûr il l'a pris en voyage accompagné, mais il a pris l'avion tout seul, alors que d'autres enfants, et là on en a plusieurs, n'ont jamais passé une seule journée sans leurs parents, ne serait-ce que pour aller au centre de loisirs ou chez un copain du voisinage. Alors, je fais une toute petite parenthèse. Dans les exemples que je donne ici, les enfants qui apparaissent comme étant en avance par rapport à la norme scolaire ou qui paraissent plus mûrs que les autres, ils appartiennent presque tous aux classes supérieures. Mais pour autant, on aurait tort, en tout cas ce serait un peu trop rapide, d'en faire une généralité et de conclure que les enfants de classe supérieure grandissent plus vite que les autres. Dans certains domaines, c'est au contraire dans les familles de milieux populaires et notamment dans les familles les plus précarisées qu'on peut observer des enfants qui possèdent des compétences qu'on pourrait qualifier de compétences adultes. Et on le voit par exemple assez nettement sur la question de l'argent. Sur la question de l'argent, c'est les enfants des familles les plus précarisées qui ont plus de maturité que les autres, maturité entre guillemets, étant bien entendu que cette maturité n'est pas une affaire de développement biologique, mais résulte des conditions matérielles dans lesquelles ils vivent au quotidien. Je pourrais revenir sur ça si vous le souhaitez, mais je ferme la parenthèse. Donc, deuxième point que je voulais présenter, tous les enfants n'ont pas le même âge au même âge, et cette observation-là montre que ce dont les enfants sont capables à un âge donné est étroitement lié à la classe sociale dans laquelle ils grandissent. Enfin, un troisième résultat de notre enquête sur lequel je voudrais dire un mot, c'est que l'enfance joue aussi un rôle important dans la construction des distinctions symboliques entre les classes sociales. La socialisation enfantine fabrique des différences de compétences entre les enfants, compétences intellectuelles, langagières, scolaires, etc. Mais elle fabrique aussi des différences symboliques. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elle fait intérioriser aux enfants des dispositions, encore une fois, des manières d'être, des manières de se comporter, etc., qui signalent et qui signaleront encore plus à l'avenir la position qu'ils occupent dans l'espace social. C'est en ce sens que je parle de distinction symbolique. Ces enfants intériorisent des choses, des manières de se comporter qui marquent leur position sociale, qui signalent la position qu'ils occupent dans la hiérarchie sociale. Ce processus, il se voit particulièrement bien chez les enfants des classes supérieures, et donc je vais me centrer uniquement sur eux. Quand on examine de près les conditions de socialisation de ces enfants, on constate en l'occurrence deux choses. D'abord, on constate qu'ils vivent dans leur famille des expériences qui sont
peu ou pas du tout accessibles aux enfants des autres milieux sociaux, et que donc ils constituent à travers ces expériences des goûts, des compétences, des savoirs qui sont très distinctifs. Parce que pour les acquérir, il faut avoir vécu des expériences qui sont elles-mêmes difficilement accessibles. Donc on constate d'abord ça. Et puis d'autre part, on constate aussi qu'ils vivent ces expériences-là de manière très précoce, avant même l'âge de 5 ans où nous on les rencontre. Et ça permet quoi ? Eh bien, ça leur permet d'acquérir, en plus de ces goûts, en plus de ces savoirs, ça leur permet d'acquérir en plus une aisance dans la pratique qui, en elle-même, est quelque chose d'extrêmement distinctif. Alors, je vais donner des exemples. Ce processus, il s'observe par exemple en ce qui concerne l'acquisition de la culture classique. Ce que je vais dire ici ne concerne en fait pas toutes les familles de classe supérieure, mais seulement certaines d'entre elles. Et en l'occurrence, ça concerne les familles qu'on peut appeler, l'expression est un peu rapide, mais c'est pour aller vite, des familles qu'on pourrait appeler de la bourgeoisie ancienne, c'est-à-dire où les parents appartiennent aux classes supérieures depuis plusieurs générations. Et puis ça s'observe aussi dans les familles qu'on peut appeler de la bourgeoisie culturelle, c'est-à-dire où les parents ont des formations de niveau Bac plus 5 et plus, mais dans des formations littéraires ou artistiques. Donc ils ont des masters de philosophie, des masters gestion culturelle, diplôme de Sciences Po, école de journalisme, etc. Dans ces familles-là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que les parents initient très tôt leurs enfants à des œuvres littéraires classiques, quand on fait parler des livres qui sont offerts et qui sont lus, des choses qu'on regarde à la télévision, etc. Ils citent par exemple Les Malheurs de Sophie, ils citent Les Fables de La Fontaine, ils citent Les Voyages de Gulliver. Donc on initie les enfants à ces œuvres littéraires classiques très tôt. On fait également découvrir aux enfants, dès l'âge de 5 ans et souvent avant, les mythologies grecques, les mythologies latines, la mythologie biblique. Alors ça passe là aussi par la lecture d'albums, mais ça passe aussi par des sorties au musée des Beaux-Arts où on regarde des toiles classiques et on commente que c'est telle scène biblique par exemple. Ça passe aussi par des voyages en Grèce par exemple, peut être l'occasion, et de fait dans ces familles, l'occasion de transmettre ces savoirs sur la mythologie. Donc, on observe ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les enfants de ces familles sont donc familiarisés très tôt avec cette culture classique, et ils le sont en plus dans leur famille, dans un contexte bien particulier qui est celui de leur famille, là où les enfants des autres milieux sociaux, bien sûr, vont aussi avoir accès à cette culture classique, mais vont y avoir accès beaucoup plus tardivement, et vont y avoir accès uniquement par l'école, et pas dans ce cadre particulier qu'est la famille. Un deuxième domaine dans lequel on peut voir la fabrication de ces dispositions distinctives, si je reviens un instant sur la question de l'aisance, c'est ce qui est important à avoir en tête par rapport à l'exemple de la culture classique, c'est que ça veut dire que ces enfants, non seulement ils vont acquérir plus de savoir que les autres, mais surtout que cette culture classique, encore une fois biblique, etc., c'est quelque chose qui pour eux va être, quand ils arriveront à l'adolescence, va être quelque chose de complètement familier, parce que, c'est le cas de le dire, ils baignent dedans depuis qu'ils sont tout petits. Deuxième domaine dans lequel on peut voir la fabrication de ces dispositions distinctives, c'est celui de la langue anglaise. Ici, à nouveau, ce processus ne s'observe pas dans toutes les classes supérieures, mais seulement dans une partie d'entre elles. En l'occurrence, on la retrouve toujours dans cette bourgeoisie que j'appelle ancienne, et on la retrouve surtout dans ce qu'on peut appeler la bourgeoisie économique, donc pas la même que celle que j'ai qualifiée de culturelle, c'est-à-dire des familles où les parents ont fait des études là aussi longues, mais dans des formations techniques, commerciales ou juridiques, et où les parents travaillent dans le privé. C'est globalement ça qu'on appelle bourgeoisie économique. Dans le détail, c'est des parents qui sont chargés d'affaires, des RH, chefs d'entreprise, responsables de communication, etc. Dans ces familles-là, les enfants que nous avons rencontrés bénéficient absolument tous d'une initiation précoce à la langue anglaise. Cette familiarisation, elle prend des formes variables d'une famille à l'autre, notamment en fonction du niveau de richesse des parents. Ça peut aller de l'inscription à un atelier d'anglais le mercredi après-midi jusqu'à la jeune fille au pair anglophone qui est à plein temps à domicile, en passant par l'école maternelle privée qui se fait, où la classe se fait en partie en langue anglaise. Donc ça peut prendre des formes variées, mais ça s'observe de manière absolument systématique dans toutes nos familles qui sont dans ces lieux-là de l'espace social. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus avant de conclure, il y a un troisième domaine dans lequel on peut observer ce processus de construction de la distinction, c'est le domaine du corps.
Dans la plupart des foyers de classe supérieure, qui appartiennent là encore à la bourgeoisie ancienne et à la bourgeoisie économique, les enfants que nous avons rencontrés font très tôt l'apprentissage d'un certain nombre de techniques du corps qui signalent, et je me répète, qui signaleront encore plus à l'âge adulte leur appartenance à la bourgeoisie. Alors on le voit de manière exemplaire avec les sports d'hiver. Quasiment tous les enfants de ces familles-là ont commencé à faire du ski dès l'âge de 3 ou 4 ans et ils ont commencé à apprendre cette pratique avec leurs parents. À une exception près, aucun des autres enfants des autres milieux sociaux n'est dans ce cas-là. Donc on le voit de manière exemplaire avec le ski, dont là encore, et vous le savez évidemment, l'aisance dans cette pratique du ski, c'est comme l'aisance par rapport à la culture classique, on a d'autant plus de chances de l'avoir qu'on a débuté l'apprentissage de la pratique petit. Et puis on le voit aussi dans d'autres domaines, cette formation du corps, mais en l'occurrence, les exemples que je vais donner ici concernent exclusivement les filles. Dans plusieurs des familles dont je parle ici, les parents mettent en œuvre différentes pratiques qui visent, et c'est complètement délibéré pour le coup, qui visent à inculquer à leurs filles des techniques du corps qui sont conformes à la définition de l'excellence corporelle dans les classes supérieures, dans la bourgeoisie. Alors, je m'explique un peu plus concrètement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par l'inscription dans certaines pratiques de loisirs, typiquement la danse classique, mais aussi la gymnastique, par l'inscription dans des activités de ce type, mais aussi par des injonctions directes qui sont adressées au quotidien et qu'on peut voir dans les entretiens qu'on a réalisés. Par ces pratiques-là, ces parents travaillent dès l'âge de 5 ans à faire acquérir à leurs filles, alors qu'est-ce que c'est ces techniques du corps ? Ils travaillent à leur faire acquérir, par exemple, des manières de se tenir, mais aussi des manières de marcher, mais aussi des manières de parler, des manières d'articuler, des manières de poser leur voix, qui sont et qui seront à l'avenir des marqueurs subtils, mais des marqueurs puissants de leur appartenance de classe. Alors, pour conclure, et je m'arrêterai là, je voudrais revenir sur la question de l'âge et souligner l'intérêt qu'il y a, au moins selon nous, à étudier sociologiquement les premières années de la vie. D'abord, travailler sur des enfants de 5-6 ans, comme on l'a fait, ça permet de donner à voir la reproduction des inégalités sociales, à un âge où elle est assez peu visible et à un âge où on pourrait se dire qu'elle n'a pas encore commencé. Par rapport à ça, notre recherche ne conduit évidemment pas à affirmer que tout se joue avant 6 ans en ce qui concerne les destinées sociales, mais notre recherche, elle fait en revanche apparaître tout ce qui se joue avant 6 ans, et elle montre en l'occurrence que ce qui se joue est assez considérable. Et puis ensuite, centrer le regard sur cet âge de 5-6 ans, me semble ou nous semble particulièrement important, enfin en tout cas également important, parce que c'est aussi un moyen de battre en brèche les représentations naturalisantes de la prime enfance qui caractérisent aujourd'hui un certain nombre de discours savants sur cet âge de la vie, sur la prime enfance. Contre ces discours qui affirment par exemple que le goût pour la lecture, ou bien l'autonomie, ou bien l'altruisme même, seraient des dispositions naturelles, spontanées chez les élèves de maternelle. Notre travail montre montre en tout cas combien les conduites des enfants, en fait, dépendent dès leur plus jeune âge, de manière très très étroite, des conditions matérielles et culturelles dans lesquelles ils vivent. Et de ce point de vue, cette recherche rappelle tout simplement le poids que pèse le social dans la construction des individus. Merci. Je peux dire, Martine, et je te remercie beaucoup pour cet exposé. J'en profite pour saluer la présence d'Ariette Stenberg, qui vient d'arriver et qui est secrétaire nationale du Secours populaire. Donc, j'en profite pour dire merci, puisque tu es là. Voilà. Moi, je vais dire des choses toutes simples. Après, la parole est à tout le monde dans la salle pour poser des questions. Au Secours populaire, et je m'en excuse de dire ça comme ça,
les inégalités concernant les enfants, on s'en est rendu compte peut-être pas scientifiquement, comme on vient de le démontrer là, mais on s'en est rendu compte très vite. Et je vais vous donner des exemples tout simples. Il y a quelques années que je suis au Secours populaire. Des premières choses, et quand je dis quelques années, un peu plus de 30 ans, les premières choses qu'on s'est rendu compte, c'est combien, quand on a emmené les enfants à la sortie des oubliés des vacances, combien pour nous, on a vu là, quand ils ont voulu écrire pour remercier, ou à leur famille, combien c'était difficile pour eux de le faire. Et alors, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Avec les amis, les bénévoles, on s'est dit peut-être que c'est pas très bien là où ils sont, ou que le papa, la maman, ils n'ont pas le temps, ou ils peuvent pas, ou ils savent pas faire le soir, aider à faire ses devoirs. Et donc, vous faire lire un livre. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Et je vous parle il y a déjà plus de 30 ans. Hein. On a mis le soutien. Alors, certains disent l'aide aux devoirs, soutien scolaire, etc. On peut badigeonner ça de tous les mots qu'on veut. Pour moi, ce n'est pas très important. Ce qu'on s'était rendu compte, c'était que cet enfant, il n'y avait personne le soir pour parler avec lui, pour lui demander ce qu'il avait fait. Parce que les parents ne pouvaient pas. Parce que, comme vous venez de le dire très justement, quand parfois, on ne sait pas comment on va remplir le frigo, ou payer la facture d'électricité, et oui, on recherche ça, parce qu'on a un toit, et puis on regarde comment on peut faire manger cet enfant. Donc, effectivement, que tout d'un coup, on pense que l'économique, c'est une des raisons majeures qui fait que ça brise un enfant, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je veux dire, je partage tout à fait. Et je pense qu'on n'appuie pas suffisamment là-dessus. Si aujourd'hui, nous, à Clermont-Ferrand, hein, vous le savez, on connaît des enfants qui vont dormir dehors cette nuit. Enfin, on ne les connaît pas, mais on sait qu'il y a des enfants qui vont dormir dehors cette nuit. Donc, c'est ça que je veux ce livre m'a intéressé. Parce que, je veux dire, il appuie sur ce qu'on ne veut pas regarder, ce qu'on ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui ne peuvent pas faire mieux. Elles ne peuvent pas. Et je trouve, moi, quand même, qu'une maman ou un papa, mais ça revient souvent, et dans toutes les classes d'ailleurs encore, mais ça revient souvent, ce rôle aux femmes, qu'une maman qui envoie son enfant tous les jours à l'école, qui vit dans la pauvreté, la précarité, avec le RSA, 450 €, je parle d'une maman célibataire, mais même pour une famille, propre, parce qu'ils sont propres les enfants qui vont à l'école, propres, bien tenus, je trouve que ça, c'est déjà extraordinaire. Là, je parle des enfants ici, mais nous avons la chance d'avoir parmi les invités notre ami de Madagascar, qui est le président de l'association avec laquelle on travaille et qui s'appelle le Fifanampan Malagasy. Il est le président de cette grande association. Il est docteur en même temps. Il pourrait exactement la même chose que moi, nous en parlons souvent, vous expliquer combien ces mamans malgaches se battent pour que leur enfant aille tous les jours à l'école, alors que là-bas, il n'y a pas l'école tous les jours, pour d'autres raisons. Donc, qu'on pose ce problème des inégalités avec ça comme fond des inégalités, moi, ça me paraît tout à fait juste. Tout à fait juste. Voilà, moi, je voulais dire ça, te remercier. Et puis, la parole est à tout le monde dans la salle, hein, bien au contraire. Hein. D'abord, je vais dire que je l'ai dit tout à l'heure à Martine, c'est la première fois que le Secours populaire, avec les Volcans, puisqu'on est accueillis par la grande librairie Les Volcans, nous permet de faire
ces rencontres sur un sujet comme les inégalités au niveau scolaire. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, si ça vous a plu, faites-nous le savoir, parce que ça, nous, on aimerait beaucoup que ça puisse continuer. Voilà. Donc, à vous la parole.